Hello les plumes! Bonjour les plumes. Bonjour tout le monde. Alors, on a de la chance aujourd'hui, on a Madame Pascale Lecomte avec nous. Enchantée les plumes. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. C'est toujours super de se retrouver entre gens qui ont la même passion. C'est pas tous les jours qu'on peut en rencontrer facilement, donc c'est super. Vous inquiétez pas, c'est moi l'écho. Ah, moi, j'entends pas d'écho, tiens. Bon, moi non plus, ça va. Il n'y a que chez toi. T'entends des voix, Mathilde, aujourd'hui? Ah non, bah du coup comme j'ai le casque, vous ne l'avez pas effectivement. Donc c'est bon, je me stresse moins comme ça. Alors, comme tu le sais, Pascal, on a un petit rituel pour démarrer nos lives. On démarre toujours par la météo du jour. Et comme tu es notre invité d'honneur ce soir, on va démarrer avec toi. Alors, quelle est ta météo du jour? Eh bien moi, c'est plein soleil. L'été arrive dans mon cœur, dans mon corps et puis autour de moi, parce que j'habite dans le sud de la France, donc en effet le soleil est souvent là. Et là, eh bien écoute, les arbres sont en fleurs, la vie continue, se renouvelle, se régénère. Ben, c'est pareil pour moi dans ma vie, j'adore. Je suis vraiment contente pour l'instant. Top, on t'a au top aujourd'hui. Voilà, exactement. Magnifique. Coucou Vincent. Vincent, Coucou toujours Vincent. fidèle au poste. Oh, Bonjour. c'est pas vrai, hein, il était pas là la semaine dernière. Hein. Je Et dénonce il pas, était je là une n'accuse pas. Hein. Mais si, il était là une partie, non? J'ai Ah, cru je le crois voir. pas. Ah non, non, tu as raison, tu as raison. Il a raté Je notre sais. live. J'espère que tu as une bonne raison, Vincent, pour avoir raté notre live de la semaine dernière. J'avoue. Bah, visiblement déjà au niveau de sa météo, c'est plutôt orageux. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ben, Il faut j'espère qu'on va faire naître en toi un vrai soleil. On va Pour essayer. Fatima, c'est ensoleillé. Ah, bonsoir Fatima. Bonsoir Fatima. Enchantée aussi. Merci. Euh, Et alors toi, alors ta moi, on me météo, pose pas la Mathilde? question. Alors, Tu croyais que j'allais t'oublier? de toute façon, je vais bouder. Bah écoute, moi, ma météo, ça va être très ensoleillé avec beaucoup de vent parce que ensoleillé parce que je vais bien, tout va bien, voilà. Beaucoup de vent parce que j'ai beaucoup de mouvements à faire là, beaucoup de choses tout le temps et ça s'arrête pas. Je suis dans une espèce de Mistral. Mais c'est cool, hein, c'est que de l'action, voilà. Je vais d'un endroit à un autre, d'une tâche à une autre, pas dans la précipitation, mais dans le mouvement que le vent me donne. Le vent te pousse. Le vent te pousse dans le dos. C'est positif, quoi. C'est ça, exactement. Dynamique, dynamique. Et exactement. Et toi, Rita? Alors moi, c'est une bonne question. Alors moi, il y a de l'orage chez moi. Moi, je suis en Île-de-France. Il y a de l'orage, mais j'ai pas d'orage dans mon cœur, donc tout va bien. Fort heureusement pour moi. Je dirais c'est plutôt un soleil nuageux. Voilà. Ouais. Je me remets nuageux parce que en fait non, c'est même pas nuageux, c'est un voile, comme un léger voile sur le soleil parce que je me remets dans le bain aujourd'hui. Hier c'était mon anniversaire et du coup je n'ai pas travaillé. Et voilà, donc là, c'est ma première journée de travail pour cette semaine. Donc du coup, je reprends un petit peu, je remets le moteur en route. Eh bien, joyeux anniversaire avec une Ah, journée de merci. retard. Il est jamais trop tard. Excusez-moi, hein, je cherchais un stylo. Je vois ça, oui. On voyage avec toi, Mathilde. Ah, c'est magnifique. Tout est dans la poésie du moment. Alors, Vincent qui nous dit déception amoureuse, d'où l'orage. Ah! Alors, on fait un appel. S'il y a une célibataire intéressée par Vincent, n'hésitez pas à Et le qui est solliciter. dans les montagnes, je crois. Ça ne fait Je... que passer. Des déceptions Exactement. amoureuses, ça passe, comme les orages. Il faut juste un petit peu attendre. Alors, j'ai Ah, mais déjà une écriture, une question sur la page professionnelle. Donc, j'ai invité la personne qui s'appelle Monique à nous rejoindre sur le groupe. J'attends qu'elle nous rejoigne. Mais du coup, au pire, si elle n'est pas là, je te la poserai parce que c'est assez pertinent comme question. d'accord. D'accord. Est-ce que je commence avec mon parcours ou on commence avec la question?
Non, non, plutôt ton parcours. Ça se trouve, tu répondras en même temps. D'accord, exactement. Eh bien, donc je m'appelle Pascal et j'ai 40 ans. Euh, je suis d'origine belge en fait. Je suis née à Bruxelles et je suis maintenant en France, à Montpellier, par amour, en ayant suivi mon compagnon qui est français. Alors, je vais commencer mon parcours qui débute à quelques années avant le bac. En fait, c'est là où ça a commencé à être différent et où j'ai dû m'affirmer en fait. 2 années avant le bac, j'en avais marre de suivre la filière générale classique. Ça m'était insupportable. Je m'ennuyais. Il y avait 2 heures de dessin par semaine et c'était les seuls moments où je vivais un peu, tu vois. Et donc, je m'étais dit, soit j'arrête, soit on me conseille autre chose et je veux quitter ça. Et alors, j'ai été donc, avec l'aide de mon père qui était très présent pour que je reste bien quand même dans des rails, malgré toute ma fantaisie et tout ça, mais il voulait vraiment une structure, ce qui était utile pour moi qui avait 16 ans à l'époque. Et donc, on a été voir une conseillère d'orientation qui m'a parlé d'une sorte d'équivalence du bac, pour obtenir le bac au final, mais avec énormément d'heures artistiques, donc de l'histoire de l'art, du dessin, vraiment un truc très général. Et donc j'ai sauté dessus, j'ai quitté la filière classique pour finir mon bac avec cette section artistique là. Et là, c'était vraiment quand j'ai quitté ce monde finalement un peu de la normalité où les gens, je me sentais un petit peu comme une extraterrestre par rapport à eux, point de vue vestimentaire, point de vue passion, point de vue voilà intérêt. Eh bien, hop, j'ai vraiment trouvé des gens qui étaient tout comme moi, donc j'ai trouvé ça super. Donc déjà rien qu'en me mettant dans une filière qui me correspondait plus, eh bien j'ai réussi à trouver des gens qui correspondaient plus aussi. On était sur la même longueur d'onde. Voilà, donc ça c'était très riche. À ce moment-là, j'ai rencontré mon compagnon français, pas celui avec qui je suis maintenant, mais bon, mon premier grand amour en fait. Et j'ai terminé vite fait mon bac avec tout ce que j'ai pu prendre comme activité intéressante dans ce cursus-là. J'ai eu mon bac et puis hop, je suis partie de la Belgique pour le rejoindre dans les Pyrénées parce qu'il habitait là-bas. Et, et donc, je me suis retrouvée à ce moment-là de ma vie entre un choix. Est-ce que je quittais vraiment la Belgique et mon parcours artistique pour rejoindre mon compagnon dans les Pyrénées et devenir éleveuse de moutons, en gros, parce que c'était son but à lui. Il avait l'espace, les prairies, la bergerie. Il avait vraiment, c'était ce projet-là. Et moi, de toute façon, si ce n'était pas dans l'art, peu importe le métier que j'aurais fait, ça aurait été alimentaire, de toute façon. Donc, je m'étais toujours dit, je ferai de ma passion, de mon hobby, tout ce que je veux, donc sans restriction dans l'art ou l'écriture. Et puis, à côté, je me trouverai un petit gagne-pain sympatoche qui me prend pas trop d'énergie, pas trop de temps pour que je puisse en avoir assez pour continuer à créer à côté. Et donc, finalement, j'ai dit, je vais écouter ce dont j'ai le plus envie maintenant. Et maintenant, ce dont j'avais le plus envie, c'était vraiment partir, vivre en couple, dans cette montagne, dans cette nature, loin de la ville. Il y avait là-bas des gens vraiment exceptionnels aussi, des gens un petit peu marginaux qui avaient quitté aussi les routes classiques de la vie. Donc, j'ai beaucoup appris aussi avec bel entourage. L'entourage. Et aussi, j'ai pu trouver, donc là aussi, c'était mon père et ma mère aussi, mais mon père qui m'a dit, bon, si tu quittes le pays, il n'y a pas de souci, mais il faut que tu t'inscrives à un cours, tu suives quelque chose. Et je disais, oui, mais je suis dans la montagne, là, c'est pas possible, je ne vais pas aller tous les jours, j'avais pas le permis et tout ça, je ne peux pas aller dans un cours, ni en internat, voilà. Alors, on a trouvé des cours par correspondance. Donc, c'était super. Pendant 2 ans, j'étais chez moi, tranquille, et j'avais quand même des cours qui venaient régulièrement et quelques sessions de regroupement chaque 3 semaines par an. Donc là, c'était très intéressant. Là, on allait vraiment chez les éleveurs, on était entre étudiants, tout ça, donc ça n'avait rien à voir.
Mais du coup, ça me laissait vraiment beaucoup de temps pour vraiment voir ce que j'avais envie de faire sans aucune contrainte. Et c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle en général une année sabbatique. Les années sabbatiques, c'est vraiment quand on a la possibilité de le faire, que ce soit 3 mois, 6 mois, même un mois. Hein. Une année, vraiment, c'est très bien, mais peu importe la durée qu'on pourra mettre là-dedans, eh bien, c'est génial pour savoir ce qu'on veut vraiment au fond de soi. Parce que on a vraiment un temps libre du matin au soir. On peut se poser la question surtout sur ce qu'on veut manger, quand on veut manger, ce qu'on veut faire, lire, dessiner, écrire, voyager. Alors voilà, là c'est vraiment génial. On a uniquement notre boussole intérieure pour savoir ce qu'on veut être et ce qu'on veut faire au quotidien. Et c'est ce qui m'est arrivé là pendant ces 2 années. J'ai continué les cours, les apprentissages, et puis en parallèle, je me suis vraiment voilà, je me suis cultivée moi-même en fait. J'avais aussi un jardin, j'avais planté des fruits, donc je découvrais la terre, je découvrais l'humanité parce que dans la ville que je connaissais jusqu'à présent, les humains étaient un petit peu, on pouvait pas toujours parler de manière profonde, intéressante, personnelle, sincère. C'était toujours un peu dans la superficialité, dans les apparences. Et là, je découvrais vraiment un univers où on pouvait être authentique, où on pouvait être soi-même, discuter avec les gens de tout ce qu'on voulait. Voilà, donc c'était vraiment une tranche de vie hyper intéressante et qui m'a vraiment fait comprendre beaucoup de choses sur la vie en général. J'ai beaucoup écrit de journal intime à ce moment-là. Je faisais ça depuis que j'avais 12-13 ans en fait. Un jour, pour un cadeau d'anniversaire, j'ai reçu un cahier vide. Et je me suis dit, bon, bah écoute, bah voilà, je vais écrire dedans, quoi. Et alors que j'avais rien de spécial à y écrire parce qu'à 12 ans, bon, on peut penser que notre vie est vraiment insignifiante. Mais en fait, non, je me forçais, je me disais, bon, bah écoute, j'écris. Et puis, ce qui s'est passé aujourd'hui, peu importe. Et puis, en fait, c'est une habitude que j'ai prise et qui était vraiment, vraiment utile pour moi. Et puis, c'est vrai, des fois, il y avait des choses pas très intéressantes à y mettre. Et puis, des fois, je pouvais vraiment plus faire part de mes états d'âme, de mes inquiétudes, de mes peurs, de ce que j'aimais, tout ça. Donc, c'était comme un confident supplémentaire dans ma vie. Et ça, c'est vrai que c'était très utile. Donc, je conseille aussi à tous ceux qui aiment écrire dans leur vie, eh bien, d'écrire aussi leurs pensées, leur quotidien. Bon, au début, c'était tous les jours, et puis après, c'est toutes les semaines, tous les mois. Et puis maintenant, je continue toujours, mais ce n'est uniquement que quand j'en ai l'idée ou quand je me dis, ouh là là, là, ça fait 5 mois que j'ai plus rien écrit, faut que je fasse un petit récap, que je dise tout. Quand on ressent le besoin, finalement. Exactement, l'envie et le besoin, tout à fait. C'est vrai que c'est une petite envie qui est latente et qui n'est pas indispensable au quotidien, mais quand elle est là, hop, je sens qu'il faut que ça sorte, quoi. Et c'est vrai que c'est chaque fois des occasions pour faire un récapitulatif de sa vie, se demander, bon, est-ce que je suis bien là où je suis? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que j'ai des projets qui se sont réalisés depuis la dernière fois où j'ai écrit? Est-ce que j'ai évolué dans certains domaines où je voulais changer des choses? Donc, c'est génial aussi pour ça, les journaux intimes, voilà. Qui restent bien sûr de l'intimité, hein. C'est pas du tout à but de publication a posteriori. C'est vraiment personnel, un petit travail personnel. Donc, je reviens à ma vie dans les Pyrénées. Au bout de 4 ans de relation avec mon compagnon français, eh bien, rupture, on n'est plus du tout d'accord, on n'a plus les mêmes optiques. Et c'était justement au moment où je terminais le BTS agricole. Et donc, je me suis dit, bon, ben, là, qu'est-ce que je fais? J'en ai rien à faire, en fait, d'avoir un certificat qui me permet d'élever des moutons si je n'ai pas ce compagnon-là, cette ferme-là et ces terrains-là. Donc, bon, ben, j'ai laissé tomber. Et par contre, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je savais que j'allais revenir. C'était vraiment comme une parenthèse très, très riche que j'avais vécue. Et au final, je revenais à mon point de départ, mais avec
un vrai bagage personnel. Donc, ce n'était absolument, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu cela comme une perte de temps, en fait. C'était vraiment un parcours génial. Et donc, je me suis dit, je retourne dans l'art. Ça, c'était certain. Pendant les mois où j'étais, les années où j'étais dans la montagne, j'ai fait de l'écriture, des débuts de romans, de la création artistique, des photos, du stylisme, de la couture. Vraiment, j'ai essayé plein de domaines, la création en général. Oui, Et une donc, touche à tout, finalement, très manuel, très dans le faire. oui, tout à fait. Alors là, sans limite, selon l'envie, pof, je me renseigne et puis je le fais. On appelle ça, je me suis renseignée depuis, et ce type de caractère-là, qui est assez répandu en fait, ça s'appelle les multipotentiels. Oui, tout à fait. Ou les zébrés aussi. Oui, les hébreux, tout à fait. Moi, je préfère dire les hypersensibles parce qu'on n'a pas besoin d'être spécialement hyper fort en maths ou dans des branches très intellectuelles. Ça peut être en fait juste un feeling de la vie très exacerbé et qui nous pousse à n'aller que dans des domaines qui font vraiment sens pour nous. On ne peut pas faire quelque chose pour faire plaisir à nos parents ou à la société. C'est vraiment tout ce qu'on fait au quotidien doit vraiment résonner très, très, très puissamment en nous, quoi. Ça, Il y a vraiment une notion d'apprendre en continu, de s'enrichir ah, en continu. Il y a une partie vraiment qui laisse place à un plaisir, en fait, un espace de plaisir d'apprendre et d'évoluer et de s'intéresser toujours à de nouvelles choses ou d'aller plus loin dans certains domaines qui nous passionnent. exactement. Et même si, vu de l'extérieur, les gens peuvent penser qu'on est un peu touche à tout, parce qu'en effet, on va à fond dans un domaine, et puis au bout d'un moment, quand on estime avoir fait le tour de ce domaine-là, qu'on est rassasié, en fait, Oui. et ben hop, il y a une nouvelle envie qui arrive, et hop, Ouais. et on recommence. Mais en fait, c'est pas passer d'une vague à l'autre. Bêtement, en fait, c'est non, on est riche de quelque chose. C'est comme si on a fait pousser une branche supplémentaire dans notre arbre, et cette branche, elle va fleurir au moment opportun, et tout s'enrichit mutuellement. À la fin, on est en effet comme un énorme arbre avec de multiples branches et Et qui. c'est vrai que de l'extérieur, ça peut paraître, pour certaines personnes, on peut paraître un petit peu brouillon dans Oui, où on change d'avis comme de chemise, ou on va pas jusqu'au bout des choses. Mais finalement, c'est parce que notre processus, en fait, on a été jusqu'au bout de la chose pour nous. Donc, ce qui nous permet de passer à autre chose et d'apprendre de nouvelles choses encore. Et c'est vrai. Enfin, moi, je le vois de mon point de vue. J'ai plutôt l'impression que c'est vraiment le plaisir d'apprendre, d'avoir cette notion de s'enrichir, de toucher à plein de choses et on le retrouve généralement sur des profils extrêmement créatifs. mhm. C'est pas forcément un domaine, c'est pas forcément que dans des domaines manuels, hein, ça peut être dans d'autres domaines. Moi, je suis pas très manuelle, par exemple, et c'est vrai que j'aime apprendre, j'aime engranger de la connaissance, et ça peut être tout domaine confondu. Je peux m'intéresser un jour, pour dire n'importe quoi, Alors, je un sais pas jour. si c'est moi qui ai un mauvais réseau, mais je vous entends très mal toutes les deux. Ah, c'est vrai? Moi, j'entends parfaitement, Ah, en moi tout cas. aussi, j'entends Ouais. parfaitement. Bah alors, Mathilde. Alors, moi, ça coupe et je dois vous entendre en décalé. Ah, Ah. alors, et c'est plutôt, Est-ce que je suis la seule? voilà, c'est ça, ça va. Est-ce que tu es seule au monde? J'ai juste entendu c'est ça, tu vois, là. Ah, j'ai dit, et je disais, est-ce que tu es seule au monde? Non, non, Ah non. bah non, alors Déjà, dans parfait. ma tête, je suis pas toute seule. Alors il y a Fatima qui nous dit parfait pour moi. Ok. Alors, Visiblement, Fatima, il n'y a pas de souci pour elle. en tout cas, oui, Rita, tu as raison. Il y a quelque chose de C'est très. peut-être moi qui ai un mauvais réseau, hein. Je pense que oui. Peut-être, oui. Tu disais Pascal, parce que du coup on t'a coupé. Oui, c'est pas grave. Donc, en effet, Rita, l'apprentissage continu est vraiment au cœur de ces caractères, de ce type de caractère multipotentiel. C'est parce que on a une soif d'apprendre. Du moment que ce soit un sujet qui nous intéresse, on n'a pas de limite.
Voilà, on peut apprendre pendant des heures et ça passe hyper vite, on s'en rend pas compte. Alors que par exemple à l'école classique, toute la journée on va s'emmerder quoi, parce que il y a pas le petit truc qui nous stimule en fait. Mais si on est autodidacte ou en autonomie, on peut aller directement, et en plus là avec Internet, mais ça c'est la porte ouverte à l'illimité en fait. Hein. On peut tout savoir sur tout, c'est génial. En suivant bien sûr son instinct, parce que bien sûr il y a de tout sur Internet, mais bon voilà. Après, dans la vie aussi il y a de tout. Hein. Des gens nous disent tout et leur contraire selon à qui on parle. Donc bon, c'est toujours la même chose. On s'écoute et on voit si ça résonne en nous ou pas quoi. Et du coup, j'ai une question pour toi, Pascal, qui me vient tout naturellement. Comment est-ce que tu intègres justement ton côté multipotentiel à l'écriture? Comment est-ce que ça se matérialise finalement? Alors, par exemple, je vais vous montrer mon dernier roman, qui est vraiment, voilà, une preuve flagrante. Ah ben oui, tu l'as vu, Mathilde. Mathilde aussi. Bah, on les a sortis. Moi, j'en ai un autre. Eh bien, écoute, celui-là, il est vraiment typique d'un caractère potentiel parce que donc il s'appelle L'éveil de la rose et le sous-titre est Enquête d'une sexualité consciente. Parce que dans ma vie, j'en étais arrivée à un moment où je suis en couple depuis presque 18 ans maintenant et il y avait des questions qu'on se posait sur la sexualité dans un couple, un long couple, voilà, qui a une certaine durée de vie. En plus, nous avons 3 enfants, donc on a vraiment un bagage assez conséquent. Et voilà, on arrivait dans une période un peu en crise où, sur notamment, par exemple, la sexualité, nous n'étions plus raccord, on n'était pas d'accord sur les choses. Et donc je me suis sentie un peu obligée de chercher là-dedans des solutions parce qu'il y avait un bug dans ma vie et ça n'allait plus. Et donc, c'est valable dans ce domaine-là, mais c'est valable dans tout plein d'autres domaines. En fait, quand on a un bug dans notre vie, hop, on va dire, bon, ben là, stop, je vais ça en priorité et je vais chercher partout où je peux, que ce soit dans les rencontres, dans les conférences, dans la lecture, dans certains sites. Voilà, on cherche, voilà, moi j'appelle ça ma période rouleau compresseur, parce que c'est vraiment là, je suis lâchée, je veux tout, j'apprends, j'ai soif. Et du coup, j'ai fait en parallèle ce roman. Je me suis dit, oula, puisque je vais investir beaucoup de mon temps, de mon énergie, de mon recherche dans un domaine qui, je sais, touche beaucoup de personnes, en particulier des femmes exactement comme des femmes comme moi qui sont en couple depuis longtemps, où il y a peut-être une routine qui s'instaure et où le compagnon et elles-mêmes ne sont pas plus raccords. Donc, j'avais entendu par écho que, en effet, j'étais pas la seule dans ce cas. Et donc, je me suis dit, en fait, si je fais cette recherche, ça va m'être très utile à moi parce que je commençais à trouver plein de choses géniales. Et je me suis dit, mais enfin, ça peut aider plein d'autres personnes, des femmes bien sûr, mais des hommes aussi, parce que c'est une femme qui l'écrit pour des femmes, mais en fait, si un homme peut comprendre mieux le mécanisme féminin, il en est d'autant plus gagnant. Donc, ça pouvait être utile à tout le monde. Et voilà, donc par exemple, comment mon caractère multipotentiel m'a servi dans l'élaboration de ce roman-là. Un autre exemple, par exemple, un de mes premiers romans, c'est ça, c'est Jack l'Éventreur n'est pas un homme, qui était né d'une intuition que j'avais reçue comme ça, une intuition me disant et si Jack l'Éventreur était une femme, ce serait sans doute une raison vachement crédible pour qu'elle ait passé entre les mailles du filet et des policiers qui recherchaient un criminel, homme dangereux, et des prostituées qui étaient des victimes, qui n'osaient plus se faire vraiment approcher par la gente masculine, surtout s'ils avaient l'air un peu différents de ce qu'ils voyaient habituellement. Donc, je me suis dit, ah ouais, mais une femme prostituée, d'ailleurs carrément comme eux, ou qui semblait être en tout cas pauvre, mais ce serait l'alibi idéal pour pouvoir s'approcher des victimes, même quand la parano était totale, quoi, à l'époque où il y avait déjà eu plusieurs meurtres. Donc, j'ai écrit ce roman-là
Et alors que c'est pas du tout dans mes habitudes. Hein. Là aussi, là, c'est mon caractère multipotentiel. J'ai commencé avec un roman plutôt sur la différence, la fantaisie, un monde plutôt farfelu. Et ça, c'était mon second roman, tu vois, mon troisième même plutôt. J'ai fait un conte de fées entre-temps, des nouvelles très gourmandes, des fantasques. Et puis, oui, bravo, le dernier conte, tout à fait, c'est celui-là. Et donc, et puis donc sur la sexualité. Donc, tu vois, je fais mes romans en fonction aussi du sujet qui me semble vraiment intéressant et à ce moment-là, en fait. Et donc là, Et si je reviens, excuse-moi, je te coupe avant que tu passes à autre chose et du coup, je ne puisse pas poser ma question. D'ailleurs, je le rappelle, tous ceux qui sont dans le live, n'hésitez pas à poser vos questions à Pascal. On va les afficher directement sur l'écran pour elle puisse les voir et y répondre. Donc, n'hésitez pas tout au long du live. Alors, ma question, c'est, bon, je reviens sur ton roman, donc Jack l'Éventreur, qui est une femme. Comment est-ce que tu as construit, comment tu as fait tes recherches et comment est-ce que tu as construit cette, j'ai envie de dire, cette nouvelle vérité que Jack l'Éventreur et Jack l'Éventreuse finalement et Jacqueline l'Éventreuse. Eh bien, écoute, cette recherche était passionnante et elle s'est étalée sur presque 4 ans, plus de 4 ans, disons plutôt presque 5 ans. Et ce qui était intéressant, c'est que quand j'ai commencé à faire mes recherches, Internet n'était absolument pas du tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, j'ai dû commencer à aller dans les bibliothèques. Vraiment, j'habitais heureusement à Paris à cette époque-là. Oui, parce qu'après les Pyrénées, je suis revenue à Bruxelles et là, j'ai rencontré mon compagnon qui était français lui aussi et parisien. Voilà, et c'est celui avec qui je suis aujourd'hui. Et nous avons donc habité à Paris. Et alors là, il y avait toutes les bibliothèques accessibles, y compris des livres qui n'étaient pas dans la bibliothèque où j'allais, pouvaient être commandés dans les bibliothèques environnantes. Donc là, je suis allée, j'ai demandé bonjour, je voudrais tout ce qui a trait à Jack l'Éventreur. Et là, ils m'ont donné plein de bouquins, donc j'ai tout lu. Et il y en a un qui a particulièrement résonné en moi. Tout le reste, c'était un petit peu, voilà, plein de théories qui allaient dans tous les sens, des plus ou moins crédibles, des plus ou moins farfelues. Donc, ça me disait pas trop. Et puis, j'ai tombé sur un livre qui était plutôt un documentaire sur l'existence d'un journal écrit, soi-disant, par Jack l'Éventreur et qui a été retrouvé 100 ans plus tard et qu'on a attribué à James Maybrick, qui est un vendeur de coton qui habite Liverpool, mais qui allait régulièrement faire des voyages professionnels à Londres. Et donc, je me suis dit, waouh, attends, mais ça, c'est trop bien. En effet, à l'époque où j'ai lu ce documentaire, ce document, il disait non, en fait, c'est sans doute un fake parce que la seule personne qui aurait pu l'écrire, c'était James. Et selon les profils psychologiques, son profil psychologique, eh bien, c'était impossible, selon les profilers, qu'il soit un serial killer. En plus, il avait commencé ses premiers meurtres beaucoup trop tard par rapport à l'âge. Mais je me suis dit, oui, mais attends, il y a sa femme. Et sa femme, elle correspondait complètement à une psychopathe. Parce qu'elle était parfaitement dans la tranche d'âge. Donc, son premier meurtre aurait été fait vers 21 ans, quelque chose comme ça. Elle était seule, c'était une expatriée qui venait d'Amérique, donc un pays où ils étaient hyper plus dans la liberté, surtout les femmes. Elles étaient libres, elles pouvaient fumer, elles pouvaient sortir sans chaperon, alors que là, elle épousait un Anglais dans une époque victorienne hyper pudibonde où elle pouvait rien faire. Voilà, elle n'était vouée qu'à être une mère au foyer et encore, il y avait la nourrice et les domestiques. Voilà, donc je me suis dit, moi qui ai beaucoup d'idées, qui aime bien prôner un peu le féminisme dans le sens où féminisme aussi, donc carrément, ça y est, arrêtons de faire la distinction entre hommes et femmes, ça y est, on est tous un, voilà quoi. Et puis que le féminisme est aussi nocif pour les hommes qui sont un peu cloîtrés dans leur rôle de macho viril, comparé aux femmes fragiles. Donc c'est bien pour personne en fait ce féminisme, cette société patriarcale. Donc j'en ai profité bien sûr pour mettre dans ce personnage de Florence Maybrick, donc la femme de James, eh bien une avant-gardiste du féminisme, une femme complètement insatisfaite de sa vie.
voilà, et qui tout cela, dont d'un parcours dans son enfance très difficile, avec une mère pas de père et une mère qui était toujours en vadrouille en Europe. Et tout ça, c'est vrai en plus. Donc voilà, donc j'ai fait mes recherches comme ça. J'ai lu donc ce documentaire-là, et puis après j'ai lu parce qu'en fait j'ai lu le mode, enfin le récapitulatif du procès de cette femme, parce qu'elle a été emprisonnée quelques mois après le dernier meurtre pour avoir soi-disant empoisonné son mari. Voilà. Et donc, elle a marqué les esprits à son époque. Et il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur elle à cette époque. Mais personne n'avait jamais fait le lien entre elle et Jack l'Éventreur, en fait. Et D'accord. donc, voilà. Et pour Et oui. du coup, j'ai deux questions. Excuse-moi, hein, alors je suis très curieuse, hein, donc dès que il y a des questions qui viennent, je les pose avant de les oublier. La première, c'est finalement cet aspect, ce petit grain de féminisme. Tu l'as mis dans ce livre, mais tu l'as mis aussi dans le dernier conte. Et Oui. finalement, on le retrouve aussi dans l'éveil de la rose, puisqu'on parle de la sexualité féminine. Donc quelque part, la femme a toute sa place et a le droit d'avoir cette sexualité et de la réclamer. Tout à fait. Donc finalement, on retrouve. Est-ce que c'est voulu ou c'est juste parce que ça tombait sur le moment et ou c'est vraiment quelque chose que tu prônes et que tu souhaites finalement, il y a une part d'évangélisation de ta part. Alors en fait, comme tout écrivain, on infuse mine de rien nos romans, même si ce sont des thématiques qui n'ont a priori rien à voir avec nos vies. Et donc, quand j'ai l'occasion de glisser un petit message comme ça, je le fais. Mais par exemple, dans mon premier roman, le tout premier que j'ai fait, qui s'appelle Narcisse versus Lola Loca, il n'y a pas vraiment ça. Là, je prenais vraiment la différence, que chacun puisse s'habiller comme il veut, faire ce qu'il veut de ses journées, manger comme il veut. Enfin, voilà, vraiment une ode à la différence et à ce que chacun puisse se connaître. C'est pour ça que j'ai pris aussi le mot narcisse, parce que bon, c'est pour montrer le bon côté, non pas le mauvais côté de l'ego, mais le bon côté de se connaître et de s'écouter soi-même. Mais donc voilà, selon les romans, je vais pas non plus chaque fois en parler, mais c'est vrai que ça fait partie intégrante quand même de ma vie. On est quand même dans une société patriarcale, même si on est certainement un des pays où ça se sent moins au quotidien. Il y a quand même du harcèlement de rue, c'est quand même le ménage et tout ça, c'est quand même toujours un peu moi qui dois le faire. Même si mon compagnon, voilà, il m'aide aussi, on se met au point là-dessus bien sûr, mais je vois autour de moi qu'il y a quand même beaucoup de tâches qui sont pour les hommes, pour les femmes, bien scindées. Bon, voilà, voilà. Et puis j'ai 3 garçons, donc c'est intéressant aussi en tant que mère d'élever 3 garçons avec cette connaissance-là et cette sensibilité-là du respect de la femme, du respect de lui-même aussi, de s'écouter lui-même, d'un peu plus écouter leur part de sensibilité personnelle, même en tant que garçon. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un combat, enfin c'est pas un combat, c'est un fil rouge, voilà. C'est un fil rouge supplémentaire dans ma vie, c'est vrai. D'accord. Et du coup, deuxième question. Tu nous as parlé de plusieurs sujets dans tes différents romans. Comment est-ce que tes lecteurs, lectrices qui te suivent depuis le début, peut-être, ou ça fait peut-être 2-3 livres qu'ils te suivent, comment est-ce qu'ils vivent, comment est-ce que tu perçois qu'ils reçoivent à chaque fois ces nouvelles thématiques, ton côté multipotentiel, parce que tout le monde n'est pas multipotentiel, et est-ce qu'ils ont, au contraire, ils sont passionnés par le fait que tu abordes des sujets très très différents et ça leur permet de s'enrichir. Moi, c'est comme ça que je le verrais, du moins. Mais ou est-ce qu'ils sont un peu perturbés? T'as reçu des messages comme quoi ils étaient un peu perturbés par ce changement de thématique à chaque fois. Alors, c'est une bonne question. Ceux qui seraient perturbés, ils vont simplement pas lire le nouveau. Si le sujet ne l'intéresse pas, c'est pas grave, ils en liront un autre, un prochain, si le sujet lui correspond mieux. Donc, en effet, et ceux qui me suivent parce qu'ils aiment bien l'auteur en tant que tel, j'ai remarqué qu'ils sont ouverts à tous les styles.
Donc, en effet, j'ai vu des gens qui lisaient Jack, et puis après qui lisaient un conte de fées, et puis après qui lisaient le roman de la sexualité. Et en effet, ils sont pas perdus du tout, puisque au final, il y a quand même une sensibilité qui se retrouve, des dialogues, beaucoup de dialogues. D'ailleurs, moi, c'est un peu ma particularité. J'aime beaucoup faire des dialogues. Et puis des choses très hautes en couleur, des personnages un peu différents de ce qu'on voit d'habitude. Donc, au final, peu importe la thématique du roman, il y a quand même des choses que les lecteurs peuvent continuer à retrouver. Mais c'est vrai que ça faisait partie d'une de mes peurs. Je me suis dit, eh ben, écoute, tous les lecteurs que j'aurais réussi à convaincre avec un thriller psychologique très noir, ils vont plus jamais me suivre, ils vont pas du tout vouloir lire un livre de nouvelles gourmandes et farfelues, tu vois. Donc, je me suis dit, ben écoute, tant pis, me suivront qui voudra. Moi, c'est vraiment ça qui résonne en moi, et c'est pas grave parce que j'ai d'autres romans encore en cours, et puis ça, il faut savoir aussi, je pense que il y a des lecteurs qui sont multipotentiels, c'est-à-dire il y a des lecteurs qui, quand ils vont trouver un écrivain qu'ils aiment, ils vont tout lire. C'est ce que j'ai fait. Quand j'en avais un, paf, ouais. Et puis il y en a d'autres qui vont tomber sur un roman, ils vont trouver peut-être ça très bien, et puis bon, ben c'est tout. Voilà, ils s'arrêtent là, ils vont chercher autre chose ailleurs. Donc c'est vrai que ce n'est pas un automatisme aussi pour des lecteurs de tout lire tout le temps du même auteur. Voilà, je pense. Hein. D'accord. Et tu disais que tu aimais beaucoup les dialogues. Qu'est-ce qui te plaît justement dans le dialogue? Tu disais que tu mettais beaucoup de dialogue dans Oui. tes romans. Oui, parce que c'est très vivant, et puis ça reflète bien aussi toujours un petit peu le mode de pensée de l'humain, hein, je trouve, avec on a toujours deux petites voix en nous, j'ai l'impression, toujours une petite voix qui dit « Allez, vas-y, on va faire ça », et puis l'autre qui dit « Oh non, pas maintenant, oh non, mais tu déconnes, si tu fais ça, qu'est-ce qu'on va penser ?» Et puis après, puis non, ça va coûter de l'argent, et puis ceci, cela. Donc, j'ai remarqué qu'on a perpétuellement en nous ces deux petites tendances-là, et du coup, on a des dialogues quasiment innés qui viennent quotidiennement dans le quotidien, ouais, justement. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé le théâtre, les pièces de théâtre et la BD. Et donc, c'est pour ça que le roman, quand j'en fais, j'aime bien faire des choses qui sont avec des personnages qui se parlent, comme dans justement les scénarios de théâtre ou de bande dessinée, que j'essaye d'ailleurs un petit peu d'amener aussi maintenant. Mon compagnon, Martin Tristram, est justement auteur, scénariste et dessinateur de bande dessinée. Et donc voilà, par exemple, c'est lui qui a fait les illustrations de ce roman, de ce recueil-là. Donc là, c'était chouette, c'était une des premières œuvres en collaboration avec mon compagnon. Vous êtes bien trouvé, c'est magnifique. On s'est trouvé dans une école d'art, donc c'est sûr que ça aide. Ah oui, forcément. Lui aussi, c'est un multipotentiel. Oui, je pense bien aussi, exactement, oui, tout à fait. Et donc, t'entends pas beaucoup, Mathilde? J'écoute, j'absorbe. Tu profites. Ah, elle profite aujourd'hui, Mathilde. Voilà. T'as raison. Voilà, je peux peut-être continuer un petit peu c'est comme je suis multipotentielle, je vais dans tous les sens, hein, c'est pour ça que c'est bien. Oui, et puis moi j'ai plein de questions parce que du coup je trouve ton parcours et puis tes choix finalement assez. C'est la première fois que je vois un auteur, enfin une auteure, pardon, qui passe d'un sujet à l'autre, et je trouve ça génial parce que j'aurais pas forcément osé, tu vois. Et donc je célèbre un petit peu ton courage parce que c'est pas forcément évident, et beaucoup d'auteurs, moi ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup d'auteurs prennent des noms de plumes à partir du moment où ils abordent des sujets différents, où ils vont sur des genres différents, et je trouve ça super que au contraire toi tu l'affirmes, tu le vives complètement. Tu as raison que c'est difficile, et que là, encore une fois, c'est parce que intérieurement, je sentais que je n'avais pas le choix, que je n'ai fait que ça, parce que j'avais pas le choix. Je voulais faire ces histoires et c'était différent. Mais en effet, ça déstabilise beaucoup de gens. Notamment là, tu vois, c'est rien que dans les romans où j'ai des thèmes vachement différents. Mais par exemple, et là, j'ai donné quelques photos à Rita, si tu veux montrer
Ça, avant de me lancer complètement dans l'écriture, quand j'étais encore à Bruxelles, j'ai fait donc une licence en art plastique, là où j'ai rencontré mon compagnon. Et là, je m'éclatais vraiment dans faire des vidéos et puis des photos extraites de ces vidéos. Et c'était des vidéos de danse. Et si tu veux, tu peux en montrer quelques-unes. Ah oui, Donc, oui, j'arrive. oui, pas la première où il y a un dessin d'une sirène. Ça, c'est autre chose. Et donc, Alors, j'essaie de le mettre. oui. Voilà. Alors, pardon. Et donc, je me suis retrouvée dans ma vie avec un moment, un choix aussi artistique à faire. Est-ce que je continue dans ce domaine de la photographie, où j'avais quand même des expos personnelles et puis des expositions collectives et puis des petites publications. Voilà, donc ça, c'est autre chose. Ça, c'est une collaboration. Ça, c'est le livre en cours. Voilà, donc ce sont des portraits dansés, en fait. Et là aussi, je déstabilisais les gens parce qu'ils n'arrivaient pas à me mettre dans une case. Est-ce que je suis écrivain? Est-ce que je suis modèle? Parce que c'est moi sur les photos, en fait. Est-ce que je suis photographe? Est-ce que je suis vidéaste? Est-ce que je suis artiste? Beaucoup de gens préfèrent presque arrêter, enfin, ne savent pas où me placer dans les cases. Et du coup, ils sont perdus. Et ça, bon, je pense que c'est amené à évoluer, cette mentalité-là, puisque justement, il y a beaucoup de gens qui sont comme nous, là, un multipotentiel, à faire du touche-à-tout, mais un petit peu à fond dans tous ces domaines, et qu'au final, tout se recoupe, tout se rejoint dans certaines œuvres. Voilà, si tu veux, tu peux arrêter. Donc, c'est un petit extrait de mon travail de vidéaste. Et par exemple, c'est grâce à ces photos-là que j'ai pu faire la photo de couverture. Je ne sais pas si c'est nouveau sur moi qu'on voit l'écran. Non, les photos sont encore présentes. Oh, d'accord. Là, c'est la photo c'est l'illustration d'une sirène. Alors, c'est pas du tout moi qui l'ai fait. Je ne dessine absolument pas aussi bien. C'est Camille Benyamina qui est l'auteur d'une BD qui vient de sortir, qui s'appelle Les Petites Distances, et aussi de Violette Nausière. On en a pas mal entendu parler à un moment. Et alors, on fait une collaboration. Elle fait la couverture du roman que je suis en train d'écrire pour l'instant. Donc voilà. Et qui portera sur quel sujet Voilà, exactement. Mathilde, elle est aussi curieuse que moi. Tu as dit quoi? Ça portera sur quel sujet? Ah oui. Eh bien, là, je pense que c'est la dernière fois que je l'aborde parce que j'avais déjà abordé dans le dernier conte, mais en personnage un peu secondaire. Là, ça porte sur une sirène abyssale. Donc, c'est pas les sirènes à queue de poisson, à corps humain comme on connaît, mais c'est une sirène un petit peu en gélatine comme une méduse, mais avec quand même une grande queue et puis une tête un peu anthropomorphe et des bras et des mains. Et donc, cette sirène-là, ça se passe aujourd'hui à une époque moderne avec les smartphones et tout ce qu'il faut. Et elle va avoir une relation très forte avec un humain, un pianiste, artiste aussi, et qui joue du piano sur un yacht régulièrement. Donc, c'est pour ça qu'elle est amenée à le rencontrer. Et donc, voilà, c'est une histoire, c'est une étude sur qu'est-ce que l'humain, va faire quand il peut être en contact avec un être surnaturel, mais vraiment comme si aujourd'hui, hop, toi tu rencontrais une fée, est-ce que tu ferais une photo, tu mettrais sur Facebook ou tu mettrais sur YouTube, ou bien est-ce que tu garderais ça secret? Enfin voilà, c'est un petit peu c'est une recherche sur le caractère, sur l'attrait aussi de l'argent facile par rapport à la sincérité d'une relation, au respect des autres des autres espèces vivantes, comme on pourrait mettre en parallèle avec les animaux et tout ça. Donc voilà, c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Et comment tu t'organises là, je suis un petit peu plus peut-être terre à terre, mais comment tu t'organises au quotidien justement pour écrire tes romans? Comment tu prépares l'écriture? Comment tu structures en fait cette phase d'écriture? Alors, ce qui est très chouette, c'est que ça se fait en plusieurs étapes. En effet, on commence avec la première chose, c'est l'idée. Et là, tu peux l'avoir n'importe quand, n'importe où. Et donc, j'essaye toujours d'avoir sur moi des papiers pliés. Mais bon, là, maintenant, avec les téléphones, c'est encore plus facile. Mais j'avais toujours sur moi un bic et du papier. Et hop, dès que j'avais une idée, je dis, ah, waouh, ce truc, ça pourrait faire une bonne histoire. Pof, je le notais. Même si c'était juste une petite phrase ou des fois, c'est un peu plus complet
comme inspiration. Et puis je les mets toutes dans des pochettes. En fait, j'ai plusieurs pochettes en cours avec toutes les recherches qui m'arrivent au fur et à mesure du temps. En fait, c'est vraiment, je vois ça, ce sont tous des projets que je mène en parallèle. Ah, donc tu écris plusieurs livres en même temps, c'est ça? Oui, exactement. D'accord. Même si la phase, même si la phase d'écriture proprement dit, là c'est la dernière et je la recoupe uniquement un moment et un livre. Mais toute la phase de début, de l'idée, de la recherche, de la structure de l'histoire, de la recherche de la documentation, des persos, tout ça, ça se fait en fonction de mes idées, enfin des choses que je lis ou que je vois ou des informations que je reçois de temps en temps. Et puis quand je vois que là, j'ai vraiment tout pour faire le roman, ça y est, la structure me semble bien dense, les persos sont clairs, il y a voilà, ils sont riches, il y en a assez d'ailleurs, des fois il faut en rajouter certains. Donc quand je vois que les personnages sont au point aussi, quand j'ai terminé mon roman précédent, alors là je me dis ouais, allez, c'est celui-là que je vais faire maintenant, tu vois. Et en fait, je le fais en 2 étapes. L'écriture, c'est nouveau aussi, c'est depuis l'année passée, puisque j'ai cette optique d'en faire des scénarios de bande dessinée. D'ailleurs, je recherche des dessinateurs de bande dessinée. S'ils sont intéressés, je suis vraiment preneuse. Et donc une fois que j'ai la structure, je le fais sous forme de scénario bande dessinée. Donc là, c'est très simple, c'est quasiment que du dialogue. Et donc, je m'appesantis pas sur les descriptions du lieu, des personnages, tout ça. Non, ça c'est vite fait, c'est synthétique, un peu comme un scénario de cinéma en fait, ou de pièce de théâtre. Et donc, voilà. Donc j'écris la première phase, c'est écrire tout le dialogue, toute l'histoire, comme si c'était pour un scénario de bande dessinée. Et quand c'est terminé, là, je passe à la deuxième phase et je transforme ça en roman. Donc là, je rajoute des scènes aussi. Ça me permet d'avoir déjà un plan d'ensemble et je vois autant ça peut être suffisant cette quantité d'histoire pour une bande dessinée qui est plus courte, autant pour un roman ce serait peut-être pas assez. Du coup, je peux me permettre de rajouter des scènes que j'avais pas mis tout de suite ou qui me sont venues en écrivant. Tu vois, donc c'est une deuxième étape qui permet d'enrichir. Et donc voilà, là j'écris vraiment le roman. Je repars à zéro. Des fois, je reprends la plupart du temps, je reprends les blocs textes des dialogues que j'ai faits, je peux les insérer. Et du coup, grâce à ça, ça me permet de n'avoir jamais l'angoisse de la page blanche. Je ne sais pas si vous avez l'angoisse de la page blanche de temps en temps, mais c'est assez typique pour les écrivains. Mais je ne me retrouve jamais devant une page blanche en fait, parce que avant de commencer le roman, j'ai tout le dialogue scénaristique. Avant de commencer ce dialogue-là, j'ai toute la structure. Je sais du début à la fin ce qui se passe dans l'histoire. Donc, je suis pas à me dire, bon, alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comment il va se sortir de cette histoire ou comme ça. Donc, et voilà. Et donc, et cette structure-là, je la fais une fois que j'ai plein de documents, voilà, un riche terreau de base pour faire tout ça. D'accord. Et ça te prend combien de temps environ pour clôturer l'écriture d'un livre, d'un roman? Alors, ça met plusieurs mois parce que aussi, maintenant que j'ai eu mon 3e enfant, que j'ai quitté Paris pour habiter à Montpellier, j'ai arrêté les temps partiels parce que j'ai travaillé dans une librairie quand j'étais en Belgique. Ensuite, j'ai travaillé comme à la réception d'un hôtel à Paris et puis aussi comme hôtesse d'accueil dans une étude notariale. Tout ça, je le faisais en temps partiel. Comme ça, le reste de ce temps partiel, c'était pour l'écriture. Sinon, j'aurais jamais pu trouver du temps, plus la famille, parce que voilà, j'ai quand même 3 enfants. Et donc maintenant que j'ai quitté Paris, j'ai quitté aussi mon emploi alimentaire et je ne fais que ça de mes journées. Donc, ça va infiniment plus vite. C'est génial. Le petit dernier ayant 3 ans, il va à l'école et donc j'ai vraiment du lundi au vendredi, sans problème, j'ai mes journées pour faire ça. Donc, en effet, en quelques mois, je peux écrire mon nouveau roman, surtout que voilà, toute la structure est faite en amont, bien sûr. Hein. Voilà. Et ça c'est quelque chose, on va tout à fait dans ton sens, c'est quelque chose dont on a parlé dans un des premiers lives qu'on a fait, thématique.
on avait parlé justement de la préparation de l'écriture et justement ce côté où il faut structurer. On peut être artiste, mais il y a quand même une base, il y a quand même un cadre à poser avant de se lancer dans l'écriture et de savoir au moins d'où on part et où est-ce qu'on arrive. C'est un choix en tout cas. On n'est pas obligé. Là encore, il y a peut-être des personnalités qui vont se sentir plus libres de le faire au fur et à mesure de l'inspiration. Mais je faisais ça au début et je ne suis jamais arrivée à clôturer mes romans avec cette méthode-là. J'en commençais et j'avais des gros pavés comme ça et je me disais mais où je vais et quand je m'arrête en fait, parce que là je peux continuer longtemps la vie des personnages au final, c'est comme un scénario. Mais donc peut-être qu'il y a quand même des gens qui aiment ce mode de fonctionnement là, hein. Les deux existent. Mais j'avoue. Oui, tout à fait. Les deux existent, mais c'est vrai que c'est très compliqué. C'est très complexe d'écrire comme ça vient. Moi, le seul qui me vient en tête là tout de suite maintenant, c'est Joël Dicker, qui écrit au fur et à mesure. Et pourtant, il a des structures quand même très complexes de romans. Mais oui, c'est le seul qui me vient à l'esprit là tout de suite. Il y en a d'autres, hein, mais il y a aussi Amélie Nothomb, qui est une belge, donc on correspond. Elle est super sympa, elle est vraiment très très chouette. Et ben elle aussi, en effet, mais là c'est presque de la réception en direct. Hop, elle écrit. Et c'est vrai que ça s'applique très bien pour des romans one shot où il y a peu de personnages. En général, il y a 2-3 protagonistes. Et du coup, on peut vraiment se laisser vivre, les faire vivre au fur et à mesure de notre inspiration. Donc, en effet, dans que tu fais les Seigneurs des Anneaux, c'est pas la même chose. Voilà. Ou Harry Potter, c'est même pas la peine, quoi. Tu vois des choses hyper structurées comme ça qui s'étalent sur plusieurs tomes. Mais c'est vrai que tu es obligé en fait, le problème, toute la problématique, c'est que tu vas être obligé de revenir dessus. Si vraiment tu as beaucoup de personnages, ça c'est marrant. Je reviens sur Joël Dicker parce que j'ai vu son interview il y a pas très longtemps où il disait qu'il écrivait tout, au fur et à mesure, mais par contre qu'il était obligé de revenir en arrière parce que au fur et à mesure il rajoutait des personnages, il rajoutait des scènes et ça devait être cohérent. Donc il était obligé de revenir en arrière. Donc il y a quand même finalement il fait double travail. Au lieu de préparer en amont, ce qui lui permettrait de ne pas revenir en arrière. Et comme tu le disais, si justement, je pense qu'en fait, quand tu as peu de personnages, ça peut fonctionner. Mais quand tu commences à en avoir beaucoup, ça devient très compliqué de pouvoir faire ça en un one-shot. Tout à fait, oui, ça c'est vrai. Mais voilà, c'est bien peut-être d'expérimenter les deux pour ceux qui ne savent pas trop. Hein. On a la chance de pouvoir le faire. Essayons et puis on voit ce qui nous correspond. Mais c'est vrai que pour savoir où on va et pour éviter les angoisses de bon, je m'arrête ou je continue, c'est bien d'avoir une structure. Ça nous rassure. Et comme on est en tant qu'écrivain autodidacte, seul dans notre bureau à travailler, on a besoin d'être rassuré et de savoir où on va en fait et de savoir que ça part pas dans tous les sens peut-être. Et donc c'est vrai que moi ça m'a beaucoup aidé d'avoir ce point final. C'est grâce en effet à cette structure, à la première fois où j'ai fait une grosse structure, que j'ai pu terminer mon premier roman en fait. Sinon, voilà, donc c'est vrai que ça aide. C'est bien de se structurer quand même un petit peu. Oui. Et du coup, j'ai une dernière petite question forcément qui me vient à l'esprit. J'en ai des questions, j'en ai plein ma haute. C'est comment tu en arrivais à être publié? Comment ça s'est passé en fait, ton aventure de j'écris un livre, un roman, et puis pouf. Enfin, je dis pouf, hein, mais il n'y a pas le pouf. J'imagine que c'est pas baguette magique et puis tac. Mais comment t'en es arrivé à trouver ta maison d'édition, à être publié, voilà, et l'aventure a démarré comme ça? Eh bien, là aussi, c'est un long parcours qui s'étale dans le temps, un parcours du combattant et un parcours qui ne tient qu'à ta propre volonté. C'est-à-dire que si et donc j'en ai imprimé une vingtaine de tapuscrits, de manuscrits imprimés, et je les ai envoyés à tous ces éditeurs, et je n'ai eu que des non. Et donc, écoute, là, qu'est-ce que tu veux faire? C'était en 2008, donc j'avais pas Internet, il y avait pas tous ces possibilités d'auto-édition sur le net. Hein. Ça, c'était vraiment balbutiant à l'époque. Et donc, j'ai laissé, mais je me suis pas arrêtée. Je me suis dit, ok, celui-là, ça n'a pas marché. Je crois avoir tout fait pour je le range et j'en fais un autre. Et ça, c'est très important.
ne pas s'arrêter à un échec parce que voilà, j'en ai fait un autre. Celui-là, je l'ai même plus présenté. Je me suis dit, ok, c'est pas la peine, je le sens pas, je continue, j'en fais encore un autre. Et c'est là que j'ai fait Jack. Et en fait, au moment où j'ai terminé Jack, c'était là aussi où Internet vraiment, c'était exponentiel et on pouvait vraiment faire 1000 choses, tout était possible. Et donc, je suis tombée sur le financement participatif avec notamment KissKissBankBank. Et donc, oui. voilà, j'ai officialisé mon statut d'écrivain avec KissKissBankBank, avec avec ce roman-là, parce que c'était vraiment le premier où j'avais vraiment une certitude au fond de moi qu'il fallait qu'il soit lu et que c'était pas que pour moi que je l'avais écrit. Même voilà, c'était un sujet, je savais, un petit peu plus international aussi. Donc voilà, donc j'ai fait appel à tout un réseau et j'ai réussi à obtenir ce financement participatif. Donc ça, c'était une belle réussite dans ma vie. Et puis après, je l'ai auto-édité parce que je l'ai proposé à plusieurs maisons d'édition et là aussi, j'ai encore eu des noms. Je passais la première barrière, c'est-à-dire, ils disaient, ah ouais, le pitch, il est super. Ouais, est-ce qu'on l'a pas déjà traité avant? Est-ce que c'est vraiment novateur? Et tout ça. Et donc, mais par contre, après, je ne sais pas pourquoi, bon, ça s'arrêtait là, il n'y avait pas de suivi. Donc, donc je me suis dit, bon, bah, tant pis, il va exister en tant que tel, et je l'ai auto-édité, d'abord via lulu.com, Oui. qui était super, mais par contre, en effet, c'est à toi à faire beaucoup de travail pour le promouvoir et le faire connaître, et donc c'est pas, en tant qu'écrivain, on ne peut pas passer plus de temps que l'écriture pour chercher des lecteurs, quoi. Donc, j'ai changé. J'ai été, excusez-moi, mais sur Amazon parce que c'était quand même excusez-moi, parce que bon, je suis pas vraiment pour les multinationales telles qu'Amazon, mais dans ce cas-là, voilà, c'était l'occasion pour moi. En plus, c'était un sujet très anglophone. Donc, en le mettant chez eux, j'ai réussi à trouver même des lecteurs d'Angleterre ou d'Amérique, donc même en français, même quand il était en français. D'accord. Oui. Et du coup, voyant cela, je me suis dit, depuis longtemps aussi, je me disais, il faudrait que je le traduise en anglais. Pas par moi-même, bien sûr, parce que je ne suis pas du tout au point sur ça. Mais donc, j'avais lancé, je m'étais dit, allez, il faut que je trouve un traducteur. Et là aussi, l'idée fait son chemin. Et puis, je rencontre d'abord une vieille connaissance chez qui je faisais le babysitting quand j'étais jeune, et elle est irlandaise, donc voilà, c'était sa langue maternelle. Et puis, j'en rencontre un deuxième. Et donc, grâce à cette collaboration-là, nous avons pu traduire Jack n'est pas un homme en Jack is not a man, voilà, en anglais. Et donc, voilà. Et là aussi, c'est auto-édité, c'est pareil, je m'en faisais pas. En fait, je disais, je peux investir parce que bien sûr, je les ai rémunérés. Tout ça, ça venait de ma poche. Donc, c'est vrai que quand tu passes du temps, de l'énergie et de l'argent pour ta passion, c'est que voilà, tu dois quand même être sûr que tu en as vraiment besoin de faire, que tu as vraiment besoin de faire ça et que c'est vraiment quelque chose d'important dans ta vie, quoi. Donc je l'ai fait et je ne m'inquiétais plus de le faire éditer ou non, puisque je me disais, dans le pire des cas, il y a quand même l'auto-édition en ligne qui est un très bon début. Et donc en effet, je l'ai mis aussi sur Amazon. Et donc voilà, il est disponible aussi en imprimé ou en numérique. Et ça, c'est super aussi. Hein. Les livres numériques, c'est vraiment, je pense que ça marche bien. Mais surtout quand on manque de place, ça devient très utile. Quand on a un énorme lecteur et qu'on habite dans des petites maisons à Paris ou ailleurs, c'est sûr que voilà, il faut. C'est un bon compromis. Et donc, voilà. Donc, ça, c'était mes débuts d'édition, en auto-édition. Et ensuite, j'ai proposé mes nouvelles à un petit éditeur qui fait uniquement qui a uniquement un site internet. Donc, voilà. Et donc, il s'appelle Stella Maris Édition. Donc là, c'est un petit éditeur aussi. Au moins, il prend tout en charge. Ça, c'est super aussi. Il prend en charge, on achète nos propres exemplaires, mais c'est tout. Donc là, c'est chouette aussi. Et puis, il nous aide dans la correction orthographique, parce qu'il fait ce travail-là aussi. Donc ça, c'est super.
C'était Travail qui est le très premier. important parce qu'il n'y a rien de pire que de lire un livre bourré de fautes. Enfin, même lire un texte bourré de fautes, c'est juste un. Pour moi, c'est Ouais, rédhibitoire. Que l'histoire soit bien ou pas, c'est pas possible. tout à fait. Et en plus, c'est un vrai travail, la correction d'un roman, parce que je l'ai fait lire à deux correcteurs. Après le passage du premier, par exemple, pour Jack n'est pas un homme, après le passage du premier, heureusement que je l'ai fait aussi relire par un deuxième, parce qu'il a encore dégoté des dizaines de fautes, quoi. Donc, euh, c'est vraiment important. Voilà. Tout seul, on peut pas vraiment le faire, sauf si on est vraiment à la pointe de l'orthographe, mais bon. Bah, Voilà. il y a surtout le fait que plus on lit quelque chose, et là, que ce soit un livre, ce soit un manuscrit ou n'importe quel texte, plus on le lit, moins on le voit en fait. Moins on Et oui, voit les fautes, elles apparaissent pas du tout, mais les coquilles, elles n'apparaissent même plus parce que on connaît le texte. Il est On va ancré lire dans en notre petite tête. diagonale. Pardon? oui, c'est On va lire en diagonale tout. Et exactement. Puis tu connais déjà les phrases, donc tu finis les phrases. Tu sais, mmh, l'esprit est fait de telle façon à ce qu'il remplisse les blancs oui. ou qu'ils remettent les lettres dans le bon ordre. Il y avait des petits exercices comme ça de logique et de d'illusion Mmh. euh, Oui, qui traînaient. on voit qu'il n'y a que le début du mot et la fin, et puis notre cerveau fait le travail intermédiaire. Exactement, Tout à fait. exactement. Il fait l'exercice enfin, il fait le travail pour nous, oui. Oui. Donc, Et, d'autant plus sur un livre. Mm. oui, tout à fait. Et puis, oui, exactement. En parallèle, quand j'ai terminé Jack et que j'ai lancé le financement participatif, j'étais aussi dans une période de ma vie où j'étais en plein développement personnel parce que j'avais quitté mon emploi, j'avais donc beaucoup de temps et donc j'ai pu vraiment faire voilà faire du développement personnel, méditation, tai chi, mais aussi des conférences sur la loi de l'attraction, sur plein de choses, sur l'automotivation, sur s'écouter puis se battre pour ses rêves en fait, hein, tout simplement ce qu'on n'a pas l'habitude de faire d'habitude en fait. Mais là, ça m'avait vraiment poussé tous ces conseils dans le développement personnel. Et donc j'ai découvert sur internet Lulumineuse. Je pense que au moins Mathilde tu la connais. Et Bon, elle, légèrement. voilà. Moi, j'en ai entendu parler. Et bien Beaucoup. Lulumineuse Mathilde on a beaucoup parlé. oui, ce qu'elle dit est génial, notamment quelque chose qui a vraiment révolutionné ma vie, c'est elle m'a appris à faire la différence entre une idée et mes pensées en fait. Ça a l'air anodin, si vous êtes curieux, allez voir par vous-même, ça changera votre vie une fois que vous l'intégrez, que vous le comprenez. Ah, excusez-moi, il y a un petit coup de fleur, mais bon. Ça s'anime de ton côté, Pascal. Ah ouais, c'est l'heure du coucher qui approche. Et donc, elle m'a fait connaître aussi en parallèle la maison d'édition Be Light Édition, qui est tenue par sa mère en fait. Et donc, j'ai proposé le dernier conte à Be Light Édition parce que ça parlait justement aussi de développement personnel, de spiritualité, d'élémentaux, enfin, en tout ce que cette maison d'édition aimait bien aborder. Et là, ma fille Miracle, magnifique, Malou, qui est l'éditrice, valide et aime beaucoup ce roman. Et donc, je le publie chez elle. Donc, Et vous Malou, que voyez, nous avons eu en live il y a quelques semaines, qui est ah oui, adorable. exactement, une crème. Voilà. Et du coup, je lui ai proposé aussi après L'éveil de la rose, qui est aussi chez Be Light Édition. Et donc, ce qui était chouette aussi pour ça, comme le dernier conte s'adressait à un public à partir d'adolescents, en fait, de jeunes ados, Malou me dit ce serait bien qu'il y ait des illustrations à l'intérieur aussi. Et là, eh bien là, ça m'a poussé à trouver une collaboratrice qui connaissait aussi Be Light et Lulumineuse. Donc ça, c'était chouette, c'était un beau point commun et qui avait donc envie aussi de participer à un beau projet commun. Et donc c'est Agnès Picard. La couverture, c'est Maud Chalmel, c'est une autre, mais les illustrations à l'intérieur, c'est Agnès Picard. Et donc voilà, et notre collaboration a été tellement sympa et enrichissante qu'on l'a refaite aussi pour l'éveil de la rose, même si c'était, voilà, exact, en live, c'est parfait, des doublons, c'est parfait.
Voilà. C'est, et ça, je ne peux aussi que pousser les auteurs autodidactes, c'est de collaborer. Parce que ça fait tellement du bien. On enrichit notre univers personnel, ça fait des contacts, on peut voir l'interprétation de notre univers ou de notre histoire par quelqu'un d'autre. C'est vraiment magique. Voilà. Puis ça, c'est aussi de trouver la bonne ou le bon collaborateur, collaboratrice. et oui, et qui a le temps aussi, la disponibilité pour le faire et l'envie, bien sûr, hein, parce que la plupart Qu'il y ait des une gens… connexion, parce que, enfin, il y a quand même c'est quelque part, ça va être une relation assez fusionnelle. Vous devez vous comprendre. Elle doit comprendre ton univers, Oui, et en même temps, elle doit adhérer. Pour elle, ça doit être naturel, adhérer à ton univers. oui, tout à fait. Oui. Alors là, j'avais Moi, la pour chance. avoir vu, excuse-moi, je t'ai coupé, mais moi, en fait, j'ai été aux Journées Villette Édition où j'ai rencontré du coup Pascal et Agnès. Et elles ont fait une présentation du conte comme une conteuse en fait. Et en fond, tu avais Agnès qui dessinait au fur et à mesure qu'elle entendait en fait les extraits du conte. Et quand tu vois le coup de main qu'elle a, la facilité qu'elle a à dessiner et à rentrer complètement, même si elle connaissait l'histoire, mais à s'imprégner de cet instant-là, puisqu'elle n'a pas des images sur toutes les pages. Donc à s'imprégner de ces moments-là pour nous faire découvrir finalement la globalité du livre qui était conté, puisque tu présentais L'éveil de la rose et le dernier conte à ce moment-là. Et c'était assez bluffant. Enfin, vraiment, Annie, enfin, moi, je l'ai trouvé bluffant. Après, je connais pas grand dessinateur, donc j'ai pas trop de recul. Mais Non, mais j'aime bien son univers féerique et poétique. oui, et très sensuel aussi. C'est vraiment un univers qui met la femme et ses formes et ses rondeurs tout en avant et dans une beauté simple aussi. Donc c'est pour ça que j'ai refait appel à elle pour le roman sur la sexualité qui aurait pu ne pas être illustré vu que c'est pour adultes. Mais je me suis dit c'était vraiment un plus de le faire aussi avec elle. Et c'est vrai qu'elle est méga douée, tout à fait. Top. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'ai l'impression que certains sont partis dîner entre-temps, mais ils verront le replay, c'est pas très grave. Alors, il y avait une question de la personne que je te disais qui nous a pas rejoint, mais je la pose quand même. C'était pourquoi l'écriture a été le moyen d'expression artistique sélectionné par toi, Pascal, après l'illustration, la photo. Ah oui. Alors, premièrement, quand j'habitais à Bruxelles, j'avais un grand appart, j'avais une pièce qui était dédiée uniquement à la photographie avec l'ordinateur, les costumes, tout ce qu'il fallait pour faire les photos qu'on vous a montrées tout à l'heure. Et quand j'ai quitté Bruxelles et mon emploi de libraire à temps partiel pour rejoindre mon compagnon à Paris, parce que lui continuait des études à Paris, eh bien, je me suis retrouvée dans une chambre de bonne au 6e étage, une chambre de bonne de 25 mètres carrés à 2. Donc, j'ai pu prendre juste mon ordinateur. Et en fait, et c'est là que je me suis dit, c'est maintenant ma vie, c'est ça. Je vais arrêter de me disperser partout parce qu'en fait aussi à l'époque, je n'avais pas connaissance de ce type de caractère et qu'on peut même le nommer en tant que multipotentiel. Donc, je me pensais bizarre et je me pensais anormale et je me pensais pas sur la bonne voie en faisant toutes ces passions en parallèle, en fait. Et donc, je me suis dit, je vais arrêter maintenant et je me consacre à une seule chose pour pouvoir le faire à fond et vraiment professionnellement, quoi. C'est ce que je m'étais dit. Et en effet, avec l'écriture, tout se recoupait, puisque par exemple, grâce à l'écriture, au début en tout cas, dans mes romans, je prenais c'était des autoportraits. Par exemple, là, c'est un autoportrait de moi. Donc, même ma photo et le graphisme que j'avais appris à faire à l'école, hop, je pouvais encore le mettre au service de mon roman, de mon métier d'écrivain. Et c'est vrai que voilà, j'ai vraiment décidé d'arrêter de trop me disperser. Et puis, j'ai aussi remarqué que je n'aimais pas trop le monde de la photographie des galeries d'art, en fait. Voilà. Déjà, j'aimais pas le fait que ce soit si élitiste dans les acquéreurs.
J'aimais pas que les personnes qui voudraient acheter les photos que je proposais, ils devaient avoir beaucoup d'argent, sinon c'est pas possible, tu vois. Donc ça me dérangeait. Donc j'avais envie de pouvoir toucher plein de gens. Et ça, le livre, c'était parfait. Parce que là, tu peux faire passer des messages, des univers, des ambiances, la beauté aussi, parce que je suis très sensible à l'esthétisme, en fait. Mais l'esthétisme, on le rencontre, bien sûr, dans les photos ou dans l'art, mais aussi dans des mondes, dans des univers d'écriture ou voilà, dans plein de choses différentes. Et dans le quotidien aussi, j'aime beaucoup la beauté autour de moi, que ce soit la nature ou des couleurs. Enfin, voilà, c'est ça. Donc, tout ça fait partie intégrante toujours de ma vie, mais c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, là, je fais bulldozer écriture. Tant que j'ai plein d'idées qui arrivent, plein d'envie de faire des histoires. J'aime bien, c'est une œuvre finie et complète aussi, le roman. Et qui se tient tout seul, parce que la photographie, par exemple, j'étais tributaire d'un galeriste, j'étais tributaire de potentiels acheteurs ou d'un musée ou de tout ça. Et je n'aimais pas avoir besoin de gens qui, s'ils avaient envie de dire oui ou non, ça allait décider tout de ma vie, tu vois, selon leur aval. Et en plus, comme en effet, je ne corresponds pas du tout au type classique. Voilà. Donc voilà, j'allais pas trouver beaucoup de gens qui allaient cautionner mon travail, sur tout ce qui. Voilà, c'était ce choix-là. Merci pour la question, Monique. Elle doit te connaître un petit peu. Elle doit te connaître un petit peu pour la poser, puisque du coup, elle l'a posée sur la page professionnelle, donc elle n'a pas encore entendu tout ce que tu nous as dit. Oui, tout à fait. Elle le connaît et c'est ma maman. Ah Voilà. Ta fan numéro 1, j'imagine. Oui. Je ne sais pas si elle est fan, mais en tout cas, c'est un soutien. Ça, c'est vrai. Elle a toujours été là. C'est devenu un soutien après avoir été quand même une obstacle qui devait me pousser à vraiment m'affirmer, en fait. Donc, c'était utile aussi dans ce rôle de parent, de me remettre sur les pieds sur terre, avec un statut, des cursus à suivre, comme un travail, tout ça. Donc, c'était utile pour voir si vraiment c'était ça que je voulais faire, malgré tous les impératifs de la vie. Donc, c'est parfait. D'accord. Tout s'est joué. Merci à vous, les filles. Je ne sais pas s'il y a encore une question, mais en tout cas. Alors, j'en vois pas. Alors, il n'y a pas de question particulière. Je pense que tu as été très parfaite. Tu as le bonjour de Lucille, justement. Tu en parlais tout à l'heure. Donc, elle dit des gros bisous, les filles. Ça fait plaisir de vous voir réunis ici. Voilà. Pour l'ensemble des personnes, visiblement, c'était compréhensible tout ce que tu as dit. A priori, il n'y a pas plus de questions. Si toutefois nous avions des questions sur le replay, on te les fera parvenir. Et puis, au pire, soit tu nous répondras par écrit, soit tu feras une petite vidéo, comme tu veux. Et puis, on leur transmettra. D'accord. Un grand merci à vous toutes, les filles, et puis les garçons et les filles qui écoutaient aussi. C'est très. Un grand merci à toi de t'être prêté à l'expérience du live avec nous et de nous avoir fait partager ton parcours et ton expérience, et ton univers. C'est vraiment passionnant. J'espère que voilà, vraiment chacun peut écouter son envie et mettre en priorité dans sa vie. C'est vraiment important. Alors, c'est très marrant ce que tu dis parce que ça fait vraiment écho au direct qu'on a fait la semaine dernière qui était sur la procrastination et qu'on a dit la procrastination, des fois elle a un rôle, des fois elle en a pas, mais en tout cas dans l'ensemble il faut suivre ses envies. C'était la conclusion qu'on avait eue sur la procrastination la semaine dernière. Oui, c'est vrai que la procrastination, c'est vraiment un problème. Là, on retourne de nouveau dans ces petites doubles voix qu'on entend. On a l'envie, mais il y a la voix qui t'empêche, qui te fait penser que tu es nul, que tu n'y arriveras pas. Donc, moi, je pense que vraiment, il faut s'aménager quand on a un petit peu, quand on a du mal à aller dans sa passion au quotidien. Il faut vraiment s'aménager une tranche horaire chaque semaine, que ce soit un jour complet ou alors trois soirées selon ce qu'on peut pour sa passion et se donner un petit peu, de se forcer à le faire à ces moments-là.
pour que ce soit une habitude en fait, que ça devienne une habitude. Parce que on peut prendre l'habitude aussi de ne pas le faire et de ne rien faire, et puis moins on le fait, moins on a cette envie, et plus on se sent non légitime de le faire. Donc vraiment tout est dans l'habitude. Et puis c'est bien connu, plus on fait quelque chose, mieux on le fait au final. Hein. Donc voilà, ce sera la petite phrase de conclusion. De la fin. Et c'était Pascal Lecomte. Avec plaisir, en tout cas, vous êtes adorables les filles. J'ai adoré votre joie de vivre. Là, ça, c'est un coup de soleil. C'était un plaisir aussi de t'avoir, hein, d'avoir aussi ta douceur, ta poésie, qui fait du bien aussi, qui nous montre aussi que tout est possible, quel que soit le chemin qu'on emprunte, et que l'essentiel c'est la passion, c'est l'envie, et voilà. J'aurais pas mieux dit, Mathilde. Mais je vous propose de clôturer ce live. Ok. Alors, il y a Lionel qui nous souhaite une bonne soirée. Ah, bonne soirée aussi. Bonne soirée. Bonne soirée à tous et à toutes. Et bonne chance dans vos vies. Magnifique. Belle réalisation et bonne écriture. Merci. Au revoir. À très bientôt. À très bientôt. Bye.